Binge Audio. Si les récentes élections municipales ont prouvé que l'extrême droite n'avait pas encore un boulevard total vers le pouvoir dans notre pays, force est de constater qu'elle demeure en progression, grappillant ici et là de nouvelles communes pour asseoir sa légitimité localement avant d'aller tenter de s'imposer au niveau national. Cette lente avancée, qu'on documente régulièrement dans ce podcast, elle est inédite en France où l'extrême droite a été chassée du pouvoir en 1945 avec l'illusion que la souillure de la collaboration suffirait à la maintenir à distance. Or, plus le temps passe, plus les barrières qui ont été érigées à la sortie de la Seconde Guerre mondiale ont tendance à s'effriter au prétexte notamment que l'extrême droite d'aujourd'hui n'aurait rien à voir avec celle d'hier. C'est méconnaître profondément la capacité de cette dernière à se réinventer, à déguiser ses intentions derrière des arguments tout neufs, tout en ne changeant rien de ses fondamentaux, racisme, antisémitisme, homophobie, complotisme et j'en passe. D'où l'importance d'avoir bien en tête l'histoire des ramifications idéologiques de l'extrême droite, et donc d'écouter les historiens et les historiennes qui travaillent sur ce sujet, ce qu'on va faire dans cet épisode et dans le prochain. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Notre invité, c'est l'historien Baptiste Roger Lacan. En 2025, il a dirigé un ouvrage passionnant, Nouvelle histoire de l'extrême droite, une relecture très complète de la longue histoire de ce courant par la nouvelle génération de chercheurs et de chercheuses qui aujourd'hui creusent ce thème. C'est paru aux éditions du Seuil. J'ai commencé par demander à Baptiste Roger Lacan comment lui se positionnait comme historien face à son sujet, vu l'époque que nous traversons. De toute façon, l'extrême droite n'a jamais été un objet d'histoire simple. Quand on regarde l'histoire politique, l'historiographie de la politique, quelle que soit d'ailleurs langue qu'on prenne, que ce soit de l'histoire popole très classique, de l'histoire sociale du politique, l'histoire sociale des idées, l'histoire des idées, etc. L'extrême droite est un objet à part parce que c'est un objet qui émerge tard en réalité. Et il en va de même d'ailleurs pour la contre-révolution qu'on a choisi de traiter dans le volume aussi comme une matrice, sans réduire complètement la contre-révolution à l'extrême droite et vice-versa, mais en disant quand même que c'était compliqué de traiter l'une sans traiter l'autre. Et ça tient à plusieurs facteurs. Le premier, c'est que contre-révolution et extrême droite ont en commun d'avoir été pendant très longtemps des objets d'histoire militante, c'est-à-dire qu'en réalité, les premiers à s'être emparés de ces objets, ce sont des gens qui étaient d'opinion, de tradition contre-révolutionnaire ou alors d'extrême droite et qui écrivaient souvent dans une triple vocation qui était à la fois militante, mémorielle et apologétique. Et donc je pense que pendant très longtemps, il y a beaucoup de chercheurs qui ont un petit peu hésité à s'emparer de cet objet-là. Je mets de côté les objets qui sont le nazisme et le fascisme qui pour le coup ont été rapidement attaqué par l'histoire, mais voilà, l'objet extrême droite en général, il émerge tardivement. En France, la première grosse synthèse, elle date du début des années 90, c'est le livre dirigé par Michel Vinocq, dont le nôtre est une sorte de reboot. Donc voilà, donc je pense qu'il y a de toute façon eu, pendant longtemps, cette difficulté des chercheurs à s'en emparer, notamment parce que je pense qu'il y avait une petite suspicion qui pesait sur les gens qui travaillaient sur l'extrême droite, avec cette idée qu'il y avait une sorte d'écho entre le chercheur et son objet. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que là, le livre réunit des auteurs qui appartiennent, alors c'est pas exactement la même génération, mais disons relativement jeunes. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, on est arrivé à ces sujets dans les années 2000, au début des années 2010, à un moment où l'extrême droite apparaissait pas plus lointaine quand même. En France, en tout cas, il y avait des pays en Europe où elle avait fait des montées. Il y avait eu le 21 avril 2002 en France, mais disons que au début des années 2010, le Front National était un étiage entre 14 et 16-17%. Alors bon, il y a des petits effrangements du cordon sanitaire en 2011 au moment des cantonales. C'est le moment où l'UMP commence à parler de Nini. Ça devient un peu plus confus du côté des gaullistes. Mais il y a quand même cette idée qu'elle est vraiment marginalisée, isolée du reste des forces politiques en France. Moi, c'est vraiment typiquement le moment où j'ai commencé mes études de mes recherches, parce que j'ai commencé mon master en 2012, et juste au moment où Marine Le Pen avait fait ce score de 17 ou 18% à la présidentielle, elle était arrivée 3e. Et c'est vrai que depuis, c'est assez curieux, parce que j'avance et je vois, d'une part, le principal parti de l'extrême droite émerger. Je vois quand même émerger aussi des partis autour qui, même s'ils ont une surface électorale qui est plus faible, pèsent. L'élection très récente d'Éric Ciotti à Nice est la démonstration que
il y a un espace quand même pour ces autres forces d'extrême droite à côté du Rassemblement national. Plus généralement, je constate que les idées du Rassemblement national, mais même à l'échelle européenne, celles qui sont portées par Giorgia Meloni en Italie, par Viktor Orban en Hongrie, par le PiS en Pologne, ont une surface médiatique de plus en plus importante. Et donc forcément, ça change un petit peu la position du chercheur. Je pense qu'on avait un peu tout ça en tête en écrivant nos contributions. Ce sur quoi on travaillait est évidemment un objet d'histoire, mais se posait aussi la question quand même de l'avenir possible de ces idées, de leur configuration, et puis, par des effets d'écho qu'on n'avait pas anticipés, tous ceux qui travaillaient sur la contre-révolution, groupe dans lequel je m'inclus, puisque ma spécialité initialement, c'est les imaginaires contre-révolutionnaires sous la Troisième République, on s'est fait la remarque qu'il y a vraiment quelques années, on avait vraiment l'impression de travailler sur quelque chose qui était complètement disparu, même dans l'histoire de l'extrême droite. C'est-à-dire que, pour le coup, même le Rassemblement national de Marine Le Pen, dans les années 2010... La contre-révolution, c'est loin quand même. C'est pas le sujet principal. Et d'ailleurs, ce qui frappe, c'est plutôt que les derniers bataillons de royalistes, de nationalistes intégraux, de maurassiens qui étaient autour de Jean-Marie Le Pen s'éloignent plutôt quand même du Front National des années 2010. Donc, un peu le sentiment que ces idées étaient en train de disparaître. Et ce qui frappe quand même depuis quelques années, c'est que on a vu autour d'Éric Zemmour remonter quand même certains aspects doctrinaux de la contre-révolution. On voit plus généralement se rediffuser des thèses, des théories qui sont nées dans la nébuleuse de l'Action française. On voit quand même plus généralement quand même des récits alternatifs sur la Révolution française se diffuser. Et puis à l'échelle européenne, voire occidentale, pour le coup, ces récits-là, ils sont très clairement assumés. Il y a une partie de l'entourage intellectuel de J.D. Vance qui assume clairement d'être contre-révolutionnaire aux États-Unis. Viktor Orban s'inscrit quand même dans cette tradition-là. Le PiS polonais, c'est très clair depuis des années. Donc c'est frappant de voir à quel point il y a des idées, il y a des thèmes, il y a des motifs qui reviennent. Et donc forcément, quand on écrit sur ça, je pense que cette nouvelle histoire aurait pas été tout à fait la même il y a quelques années. Et au rythme où les choses vont, je pense que si on la réécrivait dans 4 ou 5 ans, elle serait encore différente. Il y a un paradoxe, moi, qui me frappe à chaque fois que je m'intéresse à ce sujet, c'est de voir que, à la fois, l'extrême droite comme objet d'étude est extrêmement riche, c'est-à-dire que on la connaît bien mieux, je pense, qu'il y a encore même une dizaine, quinzaine d'années. Et en même temps, j'ai l'impression que l'extrême droite, au sens électoral du terme, bénéficie d'une forme d'amnésie collective. C'est-à-dire que plus le souvenir de ce qui a fait qu'elle a été mise dans les marges politiques, notamment le souvenir de la Seconde Guerre mondiale, plus ce souvenir-là s'estompe, plus elle grossit dans les votes. Mais en parallèle, plus notre connaissance s'approfondit. Il y a beaucoup d'organisations sur lesquelles, en réalité, il y a encore beaucoup de choses à faire. À la fois parce qu'il y a pendant très longtemps vraiment un déficit de main-d'œuvre, qu'on n'était pas assez nombreux pour tout traiter. Pareil, il y a eu quelques pôles qui ont attiré plus de monde. D'ailleurs, je me compte dedans, mais typiquement l'Action française, il y a eu beaucoup plus de travaux sur l'Action française que sur d'autres mouvements. Et puis aussi parce qu'il y a souvent alors pas systématiquement, mais il y a beaucoup de déficits d'archives. Il y a beaucoup de mouvements qui ont détruit leurs archives, beaucoup par ailleurs d'archives privées, de dirigeants ou d'acteurs intellectuels, militants de l'extrême droite qui sont encore entre des mains privées et donc qui sont en réalité pas faciles d'accès. Moi, je connais pas un chercheur sur l'extrême droite, d'ailleurs ça vaut aussi pour les sociologues et les politistes, qui ne soient pas retrouvés confrontés à la question de quoi faire avec les héritiers de ces archives. Et c'est des conversations qu'il faut avoir, il y a un peu des stratégies à déployer pour avoir accès. Donc il y a tous ces éléments-là. Donc ça reste quand même une histoire qu'on connaît de mieux en mieux, mais qu'on ne connaît pas. Il y a encore beaucoup de choses à défricher. Parallèlement, oui, alors effectivement, c'est vrai que à mesure que ça s'installe comme un objet d'histoire complètement légitime, on voit que la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, effectivement, s'éloigne. Alors je pense qu'il y a un effet chronologique tout bête, c'est que même je le vois avec mes étudiants, moi, mes grands-parents sont nés tous dans l'entre-deux-guerres, trop jeunes pour combattre dans le cas des hommes, enfin de mes grands-pères, mais ils avaient tous des souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, ils ont tous fait l'exode. C'était quelque chose qui était présent, qu'on m'a beaucoup raconté quand j'étais enfant. Je vois mes étudiants aujourd'hui, une grande majorité d'entre eux ont des grands-parents qui sont nés soit à la fin de la Seconde Guerre mondiale, soit après. Donc en réalité, il y a un vrai décalage mémoriel et on n'a que 15 ans d'écart. Mais ces 15 années-là, elles font quand même une énorme différence. Donc je pense qu'il y a quand même juste un effet d'éloignement. Et puis, indéniablement, les 15 dernières années ont changé beaucoup de choses si on observe juste le côté droit du champ politique. C'est-à-dire que
d'un côté, la fin des années 2000 et le début des années 2010 sont quand même été caractérisés par une mutation majeure de la droite du gouvernement, où la droite post-gaulliste a quand même considérablement évolué. Sa singularité, mais même à l'échelle des droites européennes, qui était d'avoir été retrempée 2 fois dans le combat contre l'extrême droite, pendant la Seconde Guerre mondiale, puis à nouveau pendant la guerre d'Algérie, et puis en réalité à nouveau dans les années 80, quand les déclarations négationnistes de Jean-Marie Le Pen ont quand même obéré toute chance de rapprochement entre UDF et RPR d'un côté, enfin surtout RPR et Front National. L'effet de renouvellement générationnel à la tête du parti a quand même fait que, à partir du mandat de Nicolas Sarkozy, je pense qu'il y a un certain nombre c'était pas nécessairement des tabous, mais disons qu'il y a des lignes qui ont évolué. D'abord tactiquement dans le discours, la campagne de 2007, de ce point de vue-là, c'était vraiment volontairement une volonté d'aller reprendre des électeurs au Front National. C'est, je crois d'ailleurs, la seule fois en réalité que la droite post-gaulliste a réussi à refaire venir des électeurs qui étaient partis. Et ce mouvement, il s'est accéléré dans les années 2010 parce que le rapport de force a commencé à s'inverser. C'est-à-dire qu'à partir de 2012, en réalité, aux élections nationales, les Républicains ont enchaîné les défaites. C'est pas pareil à l'échelon local, mais à l'échelle nationale, c'est le cas. Et ces défaites ont inversé progressivement le rapport de force, ont contribué à quand même une radicalisation du discours des Républicains, qui a été renforcée à partir de 2017 par le fait que, pour simplifier les choses, l'aile libérale européenne des Républicains, elle a basculé chez Emmanuel Macron. Donc en réalité, on a juste gardé l'aile la plus nationaliste, la plus souverainiste. Donc il y a ça quand même d'un côté. Et ça, moi, je pense quand même que l'élection de Bruno Retailleau à la tête du parti, ça achève ce mouvement, puisque Bruno Retailleau, pour le coup, c'est le premier dirigeant de la droite post-gaulliste, on peut mettre des guillemets, enfin bon, en réalité quand même de ce truc qui sort de l'UMP, qui sort du RPR, qui sort de l'UDR, qui n'est pas du tout issu du creuset gaulliste. Pour le coup, lui, il vient vraiment de la droite villiériste, avec une matrice qui est conservatrice, catholique et contre-révolutionnaire lointainement. Et puis de l'autre côté, en parallèle, il y a quand même ce bouleversement majeur que constitue l'arrivée à la tête du Rassemblement national de Marine Le Pen, qui à mon sens, n'a toujours pas réussi à professionnaliser son parti. C'est-à-dire que le Front puis le Rassemblement national sont confrontés depuis 50 ans à une grande fragilité dans leur volonté de créer une plateforme partisane capable de normaliser complètement leurs idées dans le champ politique, qui tient à leur grosse difficulté à faire émerger les cadres qui arrivent à parfaitement tenir la ligne du une forme de double discours, c'est-à-dire à pas faire filtrer dans les discours publics ce qui peut se dire au sein d'une permanence à porte close, donc des discours racistes, antisémites, homophobes, complotistes. Mais elle a quand même fait, dans les perceptions médiatiques et publiques de son parti, elle a fait évoluer l'image de son parti en gros imposant ce que j'appelle la jurisprudence Alexandre Gabriac, c'est-à-dire que vous pouvez être faf, vous pouvez avoir des mémorabilia nazis chez vous si vous voulez, mais si vous vous faites prendre, vous faites sortir du parti. Alors Alexandre Gabriac, pour celles et ceux qui seraient trop jeunes pour avoir connu cet épisode de la longue histoire du Front National, fut un des espoirs du parti au tout début des années 2010. Élu au Conseil régional de Rhône-Alpes en mars 2010, il est alors le plus jeune conseiller régional de France et il compte bien décrocher en 2011 un nouveau poste au cantonal. Hélas pour lui, la presse exhume des photos on ne peut plus explicites sur lesquelles il pose devant un drapeau du Troisième Reich en faisant un salut nazi. Il est exclu dans la foulée. Il ira ensuite grenouiller dans les mouvements plus marginaux, notamment au sein de l'œuvre française ou du groupe catholique intégriste Civitas. Il n'y a plus du tout ce qui se passait avant avec Jean-Marie Le Pen, où en réalité, personne ne se faisait jamais sortir. La seule manière de se faire sortir, c'était si on se fâchait avec Jean-Marie Le Pen. C'est ça la ligne rouge. Il a fallu plusieurs dérapages, mais qu'elle ait même fini par appliquer cette ligne à Jean-Marie Le Pen, a, je pense, quand même durablement marquer l'opinion. Je mettrais quand même un code ici ou une nuance à cette règle, c'est qu'elle ne s'applique pas uniformément à tout le monde. Oui. Elle varie un petit peu selon le degré de proximité que vous avez avec elle et avec Jordan Bardella. On le voit encore aujourd'hui. Alors, Axel Lousteau et Frédéric Chatillon n'ont pas de fonction à l'intérieur du Rassemblement national, mais enfin, ils sont prestataires du parti jusqu'en 2024, si je ne dis pas de bêtises. Donc, et ce sont tous les deux d'anciens gudards qui n'ont rien renié de leurs engagements de jeunesse. Qui, au contraire, les revendiquent complètement. D'ailleurs, peut-être de plus en plus fort. Et on sait depuis quelques mois que le directeur de cabinet de Jordan Bardella est un ancien membre d'Égalité et Réconciliation. La nouvelle ne prend pas. Donc, il y a des variations, mais ce qui est intéressant, c'est que le récit de la dédiabolisation a pris médiatiquement. Enfin, il y a une partie de la population qui considère que le Rassemblement national a effectivement changé. Et ce qui est vrai, c'est que je pense que le racisme et la xénophobie restent centrales. Ça reste un ciment central dans le conglomérat électoral
du Rassemblement national. La Seconde Guerre mondiale, ou Vichy et la guerre d'Algérie, beaucoup moins. Vichy, ça reste un référent qui circule, et qui circule entre le Rassemblement national et l'extrême droite mouvementiste, qui, on l'a encore vu aux dernières élections municipales, fournit des candidats, fournit des militants, fournit du service d'ordre pendant les périodes électorales, ce qui ne les empêche pas par ailleurs d'attaquer le RN entre les élections, mais il y a ça. Et la guerre d'Algérie reste un référent dans le sud de la France, dans le plus vieux bastion du Front National, mais c'est beaucoup moins central. La réalité, c'est que Marine Le Pen s'empare, elle ne va jamais sur ces sujets-là, et Jordan Bardella, dont on ne sait pas très bien ce qu'il pense de ces questions, n'y va jamais non plus, en réalité. En tout cas, pas ouvertement. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres gens qui n'y vont pas, mais c'est beaucoup moins central. Quand c'était Jean-Marie Le Pen qui était là, il y avait une sortie nostalgique de Vichy ou antisémite ou pro-Algérie française par an, et c'était pas que lui, c'était tout son entourage. Le parti était construit autour de cette mémoire et de cette identité. Et donc ça, je pense que ça fait flotter les références. Et puis par ailleurs, je pense que les choses ont été en plus considérablement embrouillées à partir des années 2000 et a fortiori dans les années 2010 par l'émergence du phénomène Éric Zemmour, parce que le rôle d'Éric Zemmour dans l'espace éditorial partagé entre la droite et l'extrême droite a été essentiel, je pense, pour contribuer à complètement faire flotter les références, notamment à la Seconde Guerre mondiale et au régime de Vichy. L'union des droites, elle se fait quand même souvent d'abord dans la presse et dans le champ éditorial, parce que c'est beaucoup plus compliqué d'allier des appareils partisans que de faire cohabiter des auteurs qui ne sont pas d'accord sur tout. Et puis parce que vous investissez les mémoires, les mythes, les imaginaires, et donc ça permet d'être en réalité moins systématique ou moins construit idéologiquement. Et Éric Zemmour, tous les ouvrages qu'il publie dans les années 2010 contribuent à installer un flou colossal sur les responsabilités du régime de Vichy, notamment dans la participation de la France à l'extermination des Juifs d'Europe. Il a en plus rajouté du flou parce que Éric Zemmour étant juif, je pense qu'il y a une partie des nostalgiques du régime de Vichy qui n'attendaient que ça pour dédouaner le régime de Vichy de toute participation aux crimes qui ont été commis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que la réputation usurpé d'intellectuel d'Éric Zemmour, mais dont il a vraiment joui à droite et à l'extrême droite dans les années 2000, 2010, 2020. Alors, ça mériterait d'être analysé plus finement, mais le fait qu'il y a quand même une sorte de génération Zemmour qui s'est politisée en regardant ses chroniques, en les re-regardant sur Internet, en lisant ses livres, en lisant ses chroniques, je pense, a contribué à minorer, voire complètement remettre en question la place qu'occupait le régime de Vichy dans la marginalisation des idées d'extrême droite en France. Ce qui est fascinant, quand on est historien, c'est de voir que justement cette grande opération de dédiabolisation et ce grand ripollinage auquel participe à la fois Éric Zemmour à sa manière ou Marine Le Pen à sa façon aussi, se fait beaucoup justement sur les questions d'histoire, se fait même quasi essentiellement sur les questions d'histoire ou de mémoire. Alors c'est perturbant, c'est pas nouveau qu'il s'agisse de la contre-révolution ou de l'extrême droite, c'est vraiment une tradition politique qui s'est toujours soucié, ce que je disais au début, mais s'est toujours soucié de son propre récit et a toujours beaucoup investi la mémoire, parce que cette mémoire, elle joue un triple rôle. Elle sert à la fois évidemment à construire une chaîne militante qui passe par deux choses, à la fois des récits victimaires, parce que l'histoire que se raconte l'extrême droite est l'histoire d'une victimisation qui, si on écoute les plus construits, en tout cas ceux qui commencent à la fin du XVIIIe siècle, et c'est jamais arrêté. Il y a en quelque sorte, c'est très clair en 1945 au moment de l'épuration. On le voit, Robert Brasillac en prison, il écrit sur André Chénier, donc il fait vraiment un lien entre la terreur et l'épuration des collaborateurs à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a un récit qui est très victimaire d'un côté, et en même temps, il y a aussi la mémoire, le souvenir, la commémoration, la célébration des combats et des défaites d'ailleurs, avec cette idée que les défaites préparent les combats de demain et qu'il y a une chaîne ininterrompue de défaites glorieuses qui un jour prépareront la grande victoire. Alors ensuite, il y a des variations. Tout le monde à l'extrême droite ne vit pas dans la nostalgie du Troisième Reich, mais dans ses formes les plus radicalisées, les plus extrêmes, ça va jusqu'à l'obsession pour la chute du Troisième Reich, la fascination pour les années 44-45 en Allemagne, l'obsession avec des termes qui reviennent, les maudits, les vaincus,
Disons, voilà, quand on est historien de ces objets-là, on est en permanence confronté, et c'est d'ailleurs intéressant comme objet d'histoire. Moi, ça a été mon objet d'histoire. C'était vraiment la manière dont, sous la Troisième République, la contre-révolution persistait dans le champ culturel et dans le champ éditorial, bien après sa disparition comme force politique existant à l'échelle nationale en France. Comment, après les années 1880, la contre-révolution reste une langue vivante, partagée par la droite et par l'extrême droite d'ailleurs, et qui existe notamment par la juxtaposition de récits historiques très différents d'ailleurs, parce que ça va du roman pour enfants publié par une maison d'édition catholique intransigeante, aux ouvrages publiés par Jacques Bainville dans l'entre-deux-guerres, en passant par des mémoires, en passant par des collections d'anecdotes. Donc il y a vraiment tout type de textes, des articles, des images, qui coexistent, qui sont juxtaposés. Et ça, en fait, on le retrouve à toutes les époques. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas un moment où l'extrême droite ne s'est pas occupée de sa propre histoire. Ce qui fait que je pense que, quelle que soit la spécialité, si je prends tous les auteurs et les autrices du livre, on s'est tous retrouvés confrontés à des manipulations venues de l'extrême droite sur le récit qu'on proposait. C'est-à-dire que vous travaillez sur la Révolution française, il y a les guerres de Vendée. Si vous travaillez sur la Troisième République, moi je suis sidéré de voir la remontée d'un Maurras et la mémification d'un Maurras. Sur la Seconde Guerre mondiale, Laurent Joly a écrit plusieurs textes, mais je pense que les spécialistes de la Seconde Guerre mondiale se tapent la tête sur les murs face aux manipulations constantes dont leurs recherches font l'objet. Et puis voilà, idem pour la guerre d'Algérie, et en réalité, idem pour maintenant le ripollinage de l'histoire du Front National par le Rassemblement National. Certes, Jean-Marie Le Pen a été exclu en 2015 du parti. L'enterrement, la mort de Jean-Marie Le Pen, du côté du clan Le Pen au sens large et des dirigeants du Front National, du Rassemblement National, allait bien au-delà de l'hommage rendu par des filles à leur père. On rendait hommage au fondateur. Tout était passé sous le tapis, absolument tout. Donc, c'est constamment là. C'est quelque chose avec lequel on vit. C'est à la fois un objet d'étude, forcément, quand on travaille sur ces questions. C'est-à-dire que les récits, les représentations, la mémoire de l'extrême droite, c'est forcément des choses sur lesquelles on doit travailler. On peut pas, c'est difficile de passer à côté quand même. Et puis, je pense que ça nous oblige à prendre position. Après, est-ce qu'en histoire contemporaine, de toute façon, on n'est pas toujours un petit peu... Je dis pas que les autres spécialités ne le sont pas, parce qu'il y a des manipulations sur l'histoire de l'Antiquité, du Moyen-Âge, évidemment, et même de l'époque moderne. Donc peut-être que les fils sont plus tendus, plus évidemment lisibles, en tout cas, entre nos objets d'étude et notre présent. Dans le cas de l'extrême droite, c'est inévitable. On va poursuivre dans un second épisode cette conversation avec Baptiste Roger-Lacan, dont je rappelle qu'il a dirigé le très recommandable Nouvelle Histoire de l'extrême droite, disponible aux éditions du Seuil. Merci à lui pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, une marque Urbania. C'est Jude Rigaud qui a réalisé cet épisode, préparé comme toujours par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.